Le président Ibrahim Traoré, chef du Burkina Faso, se promenait dans un marché de Ouagadougou en tenue simple. Pas de costume, pas de cravate, pas de garde du corps en uniforme. Juste une chemise blanche, un pantalon marron et une casquette, baissée sur les yeux. Personne ne le reconnaissait. Ni le vendeur de viande découpant des morceaux de chèvre, ni la femme vendant des bananes, ni les deux jeunes poussant une brouette d'oignons. Pourquoi agissait-il ainsi? Il se sentait déconnecté de son peuple. Ses conseillers affirmaient que tout allait bien, que le pays était heureux, mais son instinct lui soufflait le contraire. « Je veux voir de mes propres yeux », avait-il confié à sa femme ce matin-là. « Je veux ressentir ce que vivent les pauvres, entendre ce qu'ils disent quand ils ignorent que je les écoute. » Sa femme, inquiète, l'avait regardé. « Sois prudent », murmura-t-elle. « Tu es un homme bon, mais les hommes bons ont beaucoup d'ennemis. » Ibrahim avait souri, l'embrassant sur le front. « Ne t'inquiète pas, je serai de retour avant le coucher du soleil. » Accompagné de deux gardes en civil, il se fondait dans la foule. Personne ne lui prêtait attention jusqu'à ce qu'un son grésillant attire son oreille. Une radio bricolée, attachée à un bâton. « Dernière minute », criait une jeune voix. « Danger au palais, des traîtres veulent assassiner le président Traoré ce soir. » Ibrahim s'arrêta net. La voix venait d'un garçon d'environ 12 ans, vêtu d'un short déchiré et d'un t-shirt sale. Sa radio, faite de fils et de plastique, fonctionnait malgré tout. Perché sur une boîte métallique, il criait comme un journaliste. Des ennemis dans le gouvernement préparent une attaque lors d'une réunion secrète. Certains riaient, d'autres lancèrent des pièces dans un gobelet en plastique. La plupart pensaient à un simple garçon jouant au reporter. Mais Ibrahim, le cœur serré, s'approcha, feignant la curiosité. « Où as-tu entendu ça ?» murmura-t-il. Le garçon, méfiant, répondit « Qui veut savoir ?»« J'aime les nouvelles, » dit Ibrahim calmement. Le garçon sauta de sa boîte, sérieux. « Ce n'est pas une blague, mon oncle. Hier soir, sur ma radio, des hommes parlaient en code. J'ai tout écouté. Ils ont dit « Ce soir, c'est le moment. » Et ils ont nommé le président. Je le jure. Il se pencha. « J'ai l'enregistrement. Tu veux l'entendre ?» Ibrahim, les mains glacées, acquiesça. Le garçon sortit un vieil enregistreur poussiéreux mais fonctionnel. Il appuya sur « Lecture », des grésillements, puis des voix faibles mais claires. Il doit être éliminé avant l'aube. Ce soir, lors du conseil, nos hommes sont en place. Les gardes sont avec nous. Ibrahim reconnut une voix, celle d'un membre de son cabinet, un homme qu'il avait côtoyé la veille. « Tu sais qui ils sont ?» demanda-t-il. Le garçon secoua la tête. « Non, mais je sais d'où vient le signal. J'ai tracé la fréquence. Je bidouille des radios depuis mes 7 ans. Mon père, un soldat, est mort quand j'étais petit. Je vis dans la rue, mais les radios, c'est mon monde. » Ibrahim, étourdi, sentit le sol trembler sous ses pieds. Ce garçon, un enfant des rues, venait de lui sauver la vie. « Viens avec moi, » dit-il. « Pourquoi ?» demanda le garçon méfiant. « Parce que je te crois, » répondit Ibrahim, ôtant sa casquette. Le garçon, écarquillant les yeux, balbutia. « Toi, tu es... » « Chut !» coupa Ibrahim. « Pas ici. » Les gardes, désormais en alerte, s'approchèrent. « Monsieur, il faut partir. Si cet enregistrement est vrai, le temps presse. » Ibrahim acquiesça. « Ramenez-nous, et prenez le garçon. » Alors qu'il s'éclipsait par une ruelle, la foule reprenait son rythme. Le garçon criait toujours « Ce n'est pas une blague, le président est en danger. » Mais personne n'écoutait, sauf un homme dans la foule qui sortit un téléphone et murmura « C'est lui, il sait. » Le convoi présidentiel filait dans les rues de Ouagadougou, discret, sans sirène ni gyrophare. À l'intérieur, Ibrahim était assis près du garçon, qui serrait son enregistreur comme un trésor. Émerveillé par les sièges, en cuir et la climatisation, il murmura « C'est réel ?» Ibrahim sourit. « C'est réel, fiston. Tu es à côté de l'homme qu'ils veulent tuer. » Le garçon cligna des yeux. « Et maintenant, vous allez les arrêter ?»« Pas encore, » répondit Ibrahim. « Si nous agissons trop vite,
Ils s'échapperont. Nous devons les piéger ce soir, lors de la réunion. Le garçon se pencha. Quelle réunion? Une réunion privée du conseil présidentiel réservée aux ministres et aux chefs de la sécurité. C'est là qu'ils frapperont. Les gardes, tendus, écoutaient. L'un d'eux parla. Monsieur, il nous faut un plan. Ils n'agiront que s'ils sont sûrs de votre présence. Je dois y aller, déclara Ibrahim. Si je ne viens pas, ils sauront qu'on les surveille. Mais cette fois, nous serons prêts. Il se tourna vers le garçon. Ton nom? Ismaël, répondit-il. Eh bien, Ismaël, ce soir, tu fais partie d'une mission secrète. Tu as déjoué un complot et pour ça, je te dois la vie. La vie. Ismaël, dépassé, n'avait jamais été impliqué dans quelque chose d'aussi grand. Puis-je demander quelque chose? Murmura-t-il. Bien sûr, répondit Ibrahim. Pourquoi veulent-ils vous tuer? Le président regarda par la fenêtre avant de répondre, parce que je défends les pauvres, parce que j'ai refusé des accords douteux avec des entreprises étrangères, parce que j'ai empêché des puissants de piller notre pays. Et quand un leader gêne, il... First l'éliminer. Ismaël baissa les yeux. Il connaissait la pauvreté, l'absence de maison, d'école, la rue comme seul refuge, avec sa radio pour compagne. Vous n'êtes pas comme les autres, dit-il. Ibrahim acquiesça. Mais tout le monde n'aime pas le changement. Ori, palais présidentiel, les gardes sécurisèrent la zone. Tout semblait calme, trop calme. Ibrahim se rendit dans son bureau avec Ismaël et ses 2 gardes de confiance. Il convoqua le colonel Yahya Konaté, chef des renseignements, l'un des rares en qui il avait foi. Konaté écouta l'enregistrement, impassible. « C'est réel ?» dit-il. « Vous reconnaissez les voix ?» demanda Ibrahim. Peut-être le ministre de la Défense, le chef de la sécurité intérieure et une voix inconnue. Le cœur d'Ibrahim se serra. Ces hommes, qu'il avait côtoyés, avaient juré de protéger la nation. « Surveillez-les » ordonna Ibrahim, « mais n'agissez pas avant la réunion. » Il se tourna vers Ismaël, mal à l'aise près d'une étagère. « Il reste ici. Nourrissez-le, donnez-lui un lit. Ce garçon a fait plus pour le pays ce soir que la plupart des politiciens. » Ismaël esquissa un sourire timide, mais fier. À 22h45, la salle du conseil s'illumina. Les chaises étaient alignées, le thé servi. À 23h, les membres du conseil arrivèrent, souriant, se serrant la main. Parmi eux, des traîtres. À 23h10, Ibrahim entra. La salle se tut. On le salua. Il sourit, mais ses yeux scrutaient chaque visage. Il reconnut la voix du ministre de la Défense, assis au bout de la table, sirotant son thé. Cet homme, qu'il avait appelé frère, avait dit « Il doit partir avant l'aube ». Soudain, un écouteur grésilla dans son oreille. « Monsieur, un problème », murmura Konaté. « Un signal suspect. Quelqu'un transmet de l'audio en direct. Un espion est dans la pièce. » Ibrahim se figea. Ce n'était pas seulement un complot. C'était en train de se produire. Il resta assis, le cœur battant. La voix de Konaté revint. « Quelqu'un transmet votre voix. » Ibrahim observa les 12 hommes autour de la table, tous souriants, feignant la normalité. L'un d'eux était un traître. « Frère, merci d'être là, » dit-il, forçant un sourire. La réunion commença, mais son esprit était ailleurs, analysant chaque geste. Qui se grattait le cou? Qui regardait sa montre? Qui évitait son thé? Konaté murmura « Le signal vient d'une veste, à votre gauche. » Ibrahim tourna légèrement la tête. 3 hommes, le ministre de l'Agriculture, le ministre de la Défense, le vice-ministre de la Sécurité. Soudain, le ministre de la Défense renversa son thé. En se penchant, la nappe bougea, révélant un point rouge clignotant dans sa veste, un émetteur. Ibrahim pressa un bouton caché dans son stylo. Le signal point dehors, Konaté lança. Opération blackout. L'électricité fut coupée. Obscurité totale. Cris, chaises renversées, une fenêtre brisée. Des gardes équipés de lunettes de vision nocturne surgirent, neutralisant les ministres. 30 secondes plus tard, la lumière revint. Le ministre de la Défense au sol était immobilisé. L'émetteur trouvé dans sa poche le trahissait. « Qu'est-ce que c'est »
cria le vice-ministre, jouant la surprise. Ibrahim se leva, la voix glaciale. Je vous ai donné ma confiance, mais l'un de vous a choisi la trahison. Le ministre, en sueur, bégaya. Ils ont menacé ma famille. Tu avais le choix, trancha Ibrahim. Tu as préféré le pouvoir à l'honneur. Les gardes l'emmenèrent, mais un cri retentit. Un garde s'est enfui par la porte de derrière. Ibrahim comprit qu'il y avait d'autres traîtres. Il ordonna « Fouillez tout le palais, chaque garde, chaque employé. » Puis, il se figea. Ismaël. Il l'avait laissé dans une chambre d'amis, en sécurité. Et si le fuyard le visait? « Amenez-moi à Ismaël maintenant !» hurla-t-il. Il courut, suivi de 4 gardes. La porte de la chambre était ouverte. Vide. Pas d'Ismaël, pas de radio, juste une fenêtre ouverte et une tache de sang au sol. « Trouvez-le !» rugit Ibrahim. « Bloquez toutes les sorties !» Konaté, arrivé essoufflé, serra les mâchoires. C'était planifié. Le garçon était une cible à cause de ses preuves. Ibrahim regarda la fenêtre. Ils sont sortis par le jardin. Le mur n'a qu'1,80 m. Konaté acquiesça. Je vérifie les caméras. Non, coupa Ibrahim. Les caméras sont sûrement désactivées. Vérifiez les transmissions radio de la dernière heure. Soudain, un garde subalterne accourut. J'ai vu un homme en uniforme de domestique près de l'aile des invités avant la panne. Petit, trapu, une cicatrice sur la joue gauche. Ibrahim se figea. Ce n'est pas un domestique, c'est le capitaine Zongo, renvoyé l'an dernier pour espionnage. Il ordonna « Verrouillez le palais, doublez la sécurité pour ma famille. » Pendant ce temps, dans la périphérie de Ouagadougou, une camionnette cahotait sur un chemin de terre. Ismaël, attaché, bâillonné, les yeux écarquillés, faisait face à un homme à la cicatrice. Le capitaine Zongo. « Tu as causé des problèmes, gamin ?» ricana-t-il. Ismaël tenta de crier, en vain. « Tu n'aurais pas dû jouer avec des radios », ajouta Zongo. Le chauffeur rit. « C'est qu'un gosse. Finissons-en. » Mais Zongo refusa. « Le patron veut l'enregistrement. S'il est dangereux, on le livre aux étrangers. » La camionnette entra dans un entrepôt. Ismaël, entouré de poussière et d'obscurité, crut sa fin proche. Zongo saisit l'enregistreur et appuya sur lecture. Rien. Pas de son, pas de bande. Furieux, il arracha le bâillon d'Ismaël. « Où est l'enregistrement ?» Ismaël, le visage en sang, murmura. « Je l'ai caché. » Zongo le frappa. « Tu ne le trouveras jamais !» cracha le garçon. Le téléphone de Zongo sonna. « Changement de plan !» dit une voix. « Le président se rapproche. Emmenez-le, garçon à l'aérodrome. Le jet décolle dans 30 minutes. » Au palais, un jeune concierge nettoyait le haut-parleur du marché utilisé par Ismaël. Il remarqua du ruban adhésif à l'arrière. En l'ouvrant, il trouva une carte mémoire. Il la tendit à un agent. « Ça appartient au président. » Konaté déboula dans le centre de commandement, brandissant la carte. « Nous avons l'enregistrement. » Ibrahim, sur le balcon, se retourna, bouleversé. Le son emplit la pièce. « Il doit partir avant l'aube. Les gardes sont à nous. Sortez le garçon discrètement. » La preuve était là. Une alliance entre ennemis internes et étrangers. À l'aérodrome, un jet se préparait. Ismaël, couvert de bleu, fut traîné vers les escaliers. Zongo le suivait. « Tu aurais dû te taire », lâcha-t-il. Mais un hélicoptère noir surgit. Des soldats jaillirent, armes levées. « Lâche ton arme !» Zongo attrapa Ismaël, menaçant de tirer. Un coup de feu retentit. Zongo s'effondra, touché à la jambe. Ismaël se libéra. Ibrahim sortit d'un second hélicoptère. « Vous avez blessé mon peuple, vendu mon pays, volé un enfant, » dit-il glacial. « C'est fini. » Il ordonna. « Arrêtez-les. Ramenez mon fils à la maison. » Ce soir-là, à la télévision, Ibrahim s'adressa à la nation, Ismaël à ses côtés, vêtu d'une chemise blanche, un pansement sur l'arcade. « Ce soir, nous avons frôlé la destruction, » déclara-t-il. « Des traîtres ont voulu nous voler notre avenir, mais un garçon, un enfant des rues, nous a sauvés. » La salle explosa en applaudissements. Ibrahim posa une main sur l'épaule d'Ismaël. « Désormais, il fait partie de ma famille. Il prouve que la voix du peuple compte, peu importe son âge ou sa pauvreté.
Dans les semaines suivantes, des arrestations eurent lieu, des procès révélèrent des secrets. Mais le peuple se réveilla, comprenant que la vérité pouvait venir de n'importe qui, même d'un enfant, avec une radio cassée. Ibrahim créa la Garde du peuple, une unité de renseignement formée de citoyens ordinaires pour lutter contre la corruption. Au cœur de cette initiative, Ismaël, qui trouva un foyer, une école, un avenir, et surtout, le respect. Chaque dimanche, Ibrahim et Ismaël s'asseyaient au coin de la rue, écoutant la radio grésillante. « Ça marche toujours ?» demanda Ibrahim, tenant le haut-parleur poussiéreux. Ismaël sourit. « Ça marche, monsieur. Il suffit d'écouter. » Ils rirent, et au loin, le Burkina Faso se dressa plus fort, car un garçon des rues avait parlé et sauvé une nation.